Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le sommet de l'Union africaine s'achève ce vendredi à Malabo en Guinée équatoriale. Les pourparlers devraient notamment permettre aux chefs d'État de prendre de nouveaux engagements en faveur de l'agriculture, un secteur clé pour l'émergence du continent. Les élections locales au Sénégal approchent à grands pas. Elles auront lieu le 29 juin. Focus dans ce journal sur les listes citoyennes des partis qui se présentent comme l'alternative aux partis politiques traditionnels. Et puis la Coupe du Monde 2014 au Brésil se poursuit. Nous ferons un premier bilan sur les équipes africaines avec José Douglas, notre journaliste sportif à la rédaction d'Africa 24. Le 23e sommet de l'Union africaine qui clôt ses travaux ce vendredi a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement du continent de réaffirmer leur engagement à promouvoir et à développer davantage l'agriculture. Pour le chef de l'État béninois, Boni Yayi, la mécanisation de l'agriculture reste une priorité de son gouvernement qui consacre désormais 16% de son budget annuel à ce secteur. Karine Loubansadio. Une nation ne peut survivre que lorsqu'elle est à mesure de se nourrir. Un préalable à lever, selon le président du Bénin, Boni Yayi. À l'Assemblée générale du sommet de l'Union africaine qui se tient à Malabo en Guinée équatoriale jusqu'à vendredi, l'occasion a été donnée aux chefs d'État du continent de s'exprimer sur les axes prioritaires nécessaires au développement pour la réduction de la pauvreté et l'agriculture est l'un d'entre eux. Objectif clair pour ce secteur, la mise en place de structures d'évaluation et de contrôle à l'ensemble des économies africaines. Nous avons adopté en 2003 le programme détaillé pour le développement de l'agriculture. En 2003 à Maputo, que nous avons vendu à la communauté internationale. Nous y sommes. Et à chaque fois que nous allons, que notre continent est représenté, au G8, au G20, mais nous ne cessons de parler de ce programme détaillé, qui est une référence et qui nous dit d'ailleurs, du point de vue des défis du financement, parce que la plupart de nos pays aujourd'hui n'ont pas encore réglé. On n'a pas encore réglé cela. Un axe central car l'agriculture représente 30 à 35% du PIB de la plupart des économies africaines et la part de la production agricole au niveau des exportations est de 70% en termes de devises. Une gageure lorsque des questions essentielles restent encore en suspens. La plupart de nos pays, on n'a pas encore réglé la question de l'accès au foncier. Moi, nous avons par exemple la plupart des terres, on n'utilise pas 1%. Peut-être que j'exagère. Les statistiques évoluent. On dit 5%, 10% des terres arabes. Donc, il y a des opportunités, mais malgré ça, tout le monde n'a pas accès au foncier. Alors, moi j'ai eu à demander, je crois qu'il y a deux sommets de cela, que nous puissions légiférer, que ce soit sur une convention africaine, une résolution, qui puisse nous aider, puisque les résolutions, les conventions internationales supplantent les lois nationales, que nous puissions aider nos États, chacun de nos États, à gérer cette question. Comment donc les gouvernements de l'Union peuvent faire en sorte que l'accès au foncier soit réglé une fois pour toutes ou régler la question de l'accès aux intrants? Le sommet de Malabo, qui veut donner une nouvelle impulsion, notamment à l'agriculture, essaiera d'y répondre pour une réelle prise de conscience des besoins des populations. Et à noter également que le 23e sommet de l'Union africaine a été l'occasion pour les participants d'aborder la question sécuritaire dans certaines zones du continent. C'est dans ce cadre-là que l'une des annonces intervenues en marge de ce sommet concerne le Mali et la reprise du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés du Nord. Un dialogue intermalien qui pourrait commencer à la mi-juillet à Alger, selon le ministre algérien des Affaires étrangères, Amtan Lamamra. Et tout au long de ce 23e sommet, Africa 24 vous invite bien évidemment à suivre en direct de Malabo les débats autour des problématiques abordées. Le 29 juin, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire leurs représentants dans les collectivités locales. Cette élection, qui verra l'entrée en vigueur de la décentralisation, se singularise aussi par le nombre élevé de listes. Parmi celles-ci, il y a des listes dites citoyennes qui affirment n'appartenir à aucun parti. Elles veulent promouvoir une nouvelle forme de participation à la vie politique du pays face aux échecs des différentes formations. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Le mouvement citoyen au Sénégal veut prendre activement part à la gestion des collectivités locales. Après l'élan civique né de la contestation populaire du 23 juin 2011 et qui s'est parachevé par la deuxième alternance politique, la citoyenneté au Sénégal
veut encore donner de la voix. Le désenchantement qui a succédé à l'arrivée au pouvoir du président de la République Macky Sall a conduit de nombreux acteurs de la société civile à se coaliser pour être, disent-ils, une alternative aux partis politiques. L'objectif est de mettre fin aux tares et dérives inhérentes au système partisan. Rien que dans la ville de Monsieur le Président de la République, ses propres partisans ont au moins plus de 4 à 5 listes, ce qui montre leur incohésion. Et donc, aujourd'hui, nous avons un phénomène de fond. Les mêmes citoyens qui s'étaient coalisés à la base pour élire M. Macky Sall il y a 2 ans ont eu l'idée géniale de s'organiser en liste pour disputer les communes de l'acte 3 aux partis politiques traditionnels. Seydina Babacar Ndiaye fait partie des candidats indépendants à ces élections locales. Syndicaliste, il présente une liste citoyenne à la commune du Point E. Essentiellement composée de jeunes, ils ont pour ambition de proposer un mode de gestion des collectivités locales fondé exclusivement sur une participation citoyenne. On s'est rendu compte, un peu partout, pas seulement à Fann Point Amitié, mais partout, que les maires, une fois qu'ils sont élus, disparaissent complètement. Ils reproduisent dans les conseils municipaux les mêmes tares qui existent dans leur parti politique. Ce qui fait que nous voulons une participation, une gestion citoyenne et participative. Donc l'une des premières choses qu'on va faire, nous, ce sont les assemblées de quartier, où les citoyens, c'est eux-mêmes qui vont dire ce qu'ils veulent de leur quartier. Pour ces élections locales, près de 2700 listes sont engagées pour conquérir 602 collectivités locales. Les listes citoyennes, bien que peu nombreuses, restent handicapées par la modicité des moyens dont elles disposent. Pour cela, elles ont initié une opération de souscription volontaire auprès de leurs concitoyens, car ils souhaitent poursuivre leur engagement jusqu'à la prochaine élection présidentielle. La culture au service de la paix en Somalie. Le ministère de l'Information a organisé un festival culturel réunissant des participants venus de tout le pays. L'occasion pour les Somaliens d'oublier les violences commises par les milices Chebab et de s'échapper un peu de leur quotidien. Un sujet de la rédaction. La Somalie a organisé dimanche 22 juin son premier festival culturel depuis des décennies dans la capitale Mogadiscio. Le signe d'une nette amélioration de la sécurité dans ce pays en proie aux exactions des milices Chebab. Musique, poésie, danse, théâtre, ou quand la culture parvient à fédérer tout un peuple. Aujourd'hui, j'appelle les artistes à s'unir avec le gouvernement et son peuple, faire usage du théâtre, de la musique, de la poésie et autres spectacles culturels pour unir les gens. Je veux qu'ils nous le promettent. De nombreux artistes somaliens ont fui leur pays natal par peur des milices Chebab. Le groupe ne cache pas en effet son aversion pour l'art, une perversion occidentale selon le groupe terroriste. La Somalie, qui amorce son retour vers l'ordre constitutionnel et une normalité politique, souhaite aujourd'hui redonner à la culture ses lettres de noblesse. C'est un programme dont nous avons besoin. L'une des principales victimes de la guerre civile, c'est notre culture. Alors récupérer notre culture est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire. Les Somaliens ont une culture historique dont ils peuvent être fiers et nous devons nous la réapproprier. Cela nous a été transmis par nos pères et grands-pères et nous le transmettrons à nos enfants. Nous devons avoir une attention particulière pour notre culture. À noter que les militaires somaliens, accompagnés de la MISOM, le contingent de l'Union africaine en Somalie, poursuivent toujours leurs efforts pour reprendre le contrôle des villes tombées aux mains des Chebab. Et de deux pays africains qualifiés pour le 8e de finale de la Coupe du Monde, il s'agit du Nigeria et plus récemment de l'Algérie. Grâce à une égalisation de Slimani, le nul 1-1 face aux Russes permet au Fennec d'accéder au second tour de la compétition et d'entrer dans l'histoire. C'est en effet la première fois que l'Algérie va aussi loin en Coupe du Monde et cela a été permis grâce aux hommes de coach Juaïd. Prochaine rencontre pour les Fennec, l'Allemagne. Et même si la Mannschaft a la faveur des pronostics, l'Algérie ne s'est jamais inclinée face à elle en Coupe du Monde. Alors, on y croit tous derrière l'Algérie et bien évidemment le Nigeria, les espoirs de l'Afrique, le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire, quant à elles, ont été éliminés dès le premier tour. José Douglas, vous êtes notre journaliste sportif à la rédaction, bienvenue. Oui, merci. Alors on va faire le point avec vous justement sur ces équipes
africaines et leur performance pendant ce mondial 2014. Oui, s'il fallait décerner donc des palmes aujourd'hui aux équipes du continent, justement, eh bien, la première irait incontestablement, et je le dis, au Nigeria qui, malgré un premier tour mitigé, a réussi donc à se qualifier. L'autre récompense revient au Fennec, l'équipe algérienne qui, malgré une situation irréversible, a fait match nul avec la Russie et décroche son billet pour les huitièmes de finale. Pourtant, mené 1-0, personne ne voyait les hommes de Vaïd, coach Vaïd, comme vous dites, se qualifier dans les derniers instants de jeu. Alors, les équipes qui ont déçu maintenant, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien entendu le Ghana. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pas pour les mêmes raisons, car au niveau du jeu, il faut revoir les gammes des Lions indomptables et les éléphants. Quant au Ghana, eh bien, ce sont des dissensions internes qui ont conduit justement cette équipe à l'échec. Maintenant, tous les espoirs reposent sur nos deux représentants africains, les Fennecs qui rencontreront les Allemands lundi 30 juin et quelques heures avant, le Nigeria va tenter d'éliminer l'équipe de France. En cas de victoire, les deux équipes africaines, celles-ci vont se retrouver en quart de finale pour une confrontation continentale et tout le monde pense aussi à une qualification justement française et algérienne pour un match qui serait vraiment historique entre la France et l'Algérie. Mais nous sommes qu'à l'hypothèse du rêve. Attendons pour voir. Et oui, on attend José et on attend plein d'espoir. Merci José. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.